L'étude et l'analyse des capitoles seront décisifs pour la suite des recherches. Monument aux 1000 détails, des éléments que l'on retrouve partout et tout le temps. Cette espèce de porche à la forme triangulaire, avec en son centre ces fameuses scènes mythologiques. Autre élément, les colonnes. Tellement de colonnes. Elles sont dites corinthiennes avec cette forme si particulière. Et le tout est coiffé d'un dôme, parfois de taille ou de couleurs différentes. Ils sont tous magnifiquement décorés, avec de somptueux détails. Tout cela est simplement extraordinaire. Bien sûr, le plus connu d'entre eux est celui de Washington. La plupart des Européens pensent qu'il est le seul dans le pays. Mais à l'inverse, la majorité de nos chercheurs de vérité nord-américains n'ont jamais quitté le continent. Première destination, Paris, le Panthéon de Paris. Et pour eux, ce fut une grande surprise de découvrir une structure tant similaire. Les colonnes, le dôme, le porche en forme triangulaire, la ressemblance est frappante. Mais il s'agit peut-être d'un cas isolé. Oh non, pas du tout. Voici la cathédrale Saint-Paul de Londres. Construite dans les années 1600, les ressemblances sont frappantes. La coupole est identique à celle de Washington ou de Paris. Mais il y a également l'Italie. La liste serait interminable, mais l'un des plus marquants, ici, la basilique Saint-Pierre au Vatican. Colonne corinthienne, triangle et coupole. À Rome, le fameux Panthéon, construit il y a 2000 ans. Et que dire de l'Allemagne? Malgré toutes les destructions durant la Seconde Guerre mondiale, des structures comme celle-ci, il en existe des centaines. Rien qu'avec les villes de Munich et de Berlin, le nombre d'accomplissements est stupéfiant. Les Espagnols ont bâti de la même façon. Les mêmes éléments encore et encore. Dans la ville de Séville, la Grâce. Du côté de Barcelone, un Capitole? Et non. Simplement le palais national. Mais qu'en est-il de la Belgique? Ce tout petit pays. Église avec des dômes géants, un centre-ville féerique, ses nombreux bâtiments administratifs et son monument aux 3 arches et multiples colonnes. Voici Vienne, en Autriche. Sur cette photo, la magnifique ville de Budapest. Située en Hongrie, même style, même code. Là, l'un des nombreux bâtiments de la ville de Prague, en République tchèque. Ici, Varsovie, située en Pologne. Sur ce cliché, la ville de Belgrade, en Serbie. Dans la ville de Bucarest, en Roumanie. Et pour la grandiose Saint-Pétersbourg, méga coupole, toute faite d'or. Monument aux infinies colonnes corinthiennes. Bâtiment d'une classe exceptionnelle. Super immeubles aux statues géantes. La Russie est loin d'avoir à rougir face à ses voisins de l'Ouest. Mais il y en a d'autres. Zagreb en Croatie, Sofia en Bulgarie et les 4 pays scandinaves alors. Même chose? Oui, ce dôme extraordinaire situé à Copenhague, au Danemark, Oslo en Norvège, à Helsinki en Finlande, une église, ses colonnes, son porche triangulaire et ses multiples dômes. La Turquie, et une fois de plus, même façon de bâtir, immeubles splendides au style néoclassique. Là, la Géorgie, le Kazakhstan, le Turkménistan, au milieu de pays désertiques, on retrouve des colonnes et des coupoles partout. La nation iranienne et ses imposantes bâtisses, mais également le Pakistan, structure massive et si bien bâtie. Pour la grande nation indienne, avec ses gares spectaculaires, ses grands hôtels si bien travaillés, le nombre de palaces immaculés et ses églises, tellement d'églises, si imposantes, toutes plus stylisées les unes que les autres. Entre autres, voici le Cambodge, le Népal, le Bangladesh ou encore ici le Sri Lanka. Stupéfiant. En Chine, des vestiges de l'époque coloniale demeurent. Fait étonnant, voici Shanghai en 1920. Impossible de dire que nous nous trouvons dans l'empire du milieu. Le panorama laisse penser aux villes européennes, voire états-uniennes. À Hong Kong, la spectaculaire banque de la ville et l'hôtel de ville avec son porche triangle et sa coupole. L'île de Taïwan regorge également de bâtisses imposantes. Certaines sont raffinées et élégantes. Au Japon, architecture classique européenne, belle construction en briques au centre-ville, superbe gare et encore plus spectaculaire. On pourrait croire qu'on se trouve dans une région des États-Unis, mais pourtant nous sommes bien en Asie, à Singapour. Et là, ça devient carrément dingue. Corée du Sud, grand bâtiment qui a été rasé. Et dans le même pays, voici ce que l'on nous présente comme une université. À l'avant, imposante colonne pour décorer la façade. Et à l'arrière, cathédrale construite en Europe au Moyen-Âge. Non, une église construite en Corée du Sud. Mais si on redescend, il y en a d'autres. Les Philippines, une église avec son dôme. Ou encore celle-ci, magnifique, à Jakarta, en Indonésie. Nous arrivons aux portes de l'Océanie, le continent le plus éloigné du monde, avec la terre de la Nouvelle-Zélande. Au 19e siècle, il fallait de longs mois pour se rendre là-bas. À peine arrivés, les colons se sont mis à bâtir de cette façon. La ville de Dunedin en est un exemple frappant.
frappant. À peine quelques milliers d'habitants, des charrettes, mais sur cette île il y a également des petits villages, au sein desquels on a construit des églises comme celle-ci. Et pour l'Australie alors, toutes les villes côtières vont dépasser les limites. Palaces à la taille surdimensionnée, mairies extravagantes, bâties sur tout un pâté de maisons, galeries des arts aux multiples coupoles, marché central en marbre et aux infinis détails, ou encore bâtiments administratifs à l'apparence de Capitole américain. Un bref passage par le continent africain. Au nord, l'Algérie, avec ses immeubles au style haussmannien, sa belle église raffinée, le bureau des postes au centre-ville, son entrée soignée et son intérieur tout simplement grandiose. Là, le centre-ville de Tunis, cette belle église à Tripoli, en Libye. Au centre du continent africain, une autre réalisation à attribuer aux Français. Au Sénégal, sur ce cliché, une grande demeure au Nigeria. Sur celui-ci, nous sommes dans le pays du Kenya. Et tout en bas, l'Afrique du Sud. On va y retrouver les mêmes ingrédients qu'avec l'Australie. Palais de justice disproportionné, impressionnante mairie, avec évidemment tous les codes habituels. Maintenant, l'Amérique latine. Nous sommes en Uruguay et voici son palais présidentiel, bâti en 1902. Dans les différentes villes, c'est toujours pareil. Des immeubles au style et à la hauteur à peine croyables. Dans la République du Chili, exactement les mêmes codes. Colonnes corinthiennes, porches triangulaires et magnifique centre-ville historique. Et puis, il y a l'Argentine, avec notamment Buenos Aires, surnommé le Paris d'Amérique latine. Ce surnom est plus que justifié. Grande gare avec tours décoratives, galeries d'art aux coupoles immenses. Tout le centre est encombré d'immenses immeubles, musées néoclassiques et opéras cossus au style européen. Sur la place centrale, c'est un véritable spectacle. Le bâtiment qui sert de parlement aurait sa place parmi les plus grands capitoles. La nation brésilienne sera similaire à bien des égards. Sur cette photo, la faculté de droit de la ville de Sao Paulo. Le style de son hôtel de ville, on commence à connaître par cœur. Son théâtre municipal si raffiné et sa grande église gothique, Rio de Janeiro. Au début 1900, le centre-ville est stupéfiant. Au cœur de la ville, l'avenue centrale regorge d'incroyables structures. Chaque immeuble est bâti avec un soin exceptionnel. Il y a quelque chose de féerique dans cette ville. À l'époque, elle se trouve aux côtés des plus belles de ce monde. Pour les pays frontaliers, le faste sera moindre, mais tout de même. Au sein de la très modeste Bolivie, architecture raffinée dans la ville de La Paz, ou superbes bâtiments au sein de sa capitale, Sucre. En ce qui concerne le Pérou, il y a aussi de quoi surprendre. Voici l'immense palais de justice de Lima, qui est une reproduction de celui de Bruxelles, en Belgique. Rien que ça. Entre autres, un palais des arts au style Renaissance italienne. Ou encore, cette vieille et belle église dans l'ancienne capitale de Cusco. En Équateur, on va retrouver des cathédrales au style gothique moyenâgeux. Pour la Colombie, de grandes églises au sein de régions vallonnées et très difficiles d'accès. Dans ce pays, l'une des plus connues est celle-ci, bâtie au milieu de rien, en pleine nature et intégrée à un magnifique pont qui relie deux vallées. Mais quelle idée de bâtir comme ça et ici. Et enfin, pour finir, l'Amérique centrale. Voici Puerto Rico et son palais présidentiel. Imposante structure traversée par plusieurs colonnes. La ville de La Havana, à Cuba. Son superbe centre-ville et ses beaux immeubles. Et son imposant Capitole. Une bâtisse spectaculaire, encore et toujours. Et enfin le Mexique, avec son palais national. Gigastructure sur tout un pâté de maisons. Ses nombreuses églises pluricentenaires, ainsi que son somptueux palais des Beaux-Arts, construit dans les années 30. Alors, que conclure de tout ça? Dans le courant des années 2000, toutes ces informations auront l'effet d'une bombe. Cela découlera sur un besoin de redéfinir entièrement l'histoire planétaire. Mais ce qui va définitivement enclencher un mouvement qui ne pourra plus être arrêté, c'est ça. Dans le pays de la Jordanie, dans l'une des régions les plus arides et isolées du monde, encore et toujours les mêmes codes, la même façon de bâtir, perdu aux confins du monde, présent dans le sud de la France et dans tant de pays, jusqu'à l'Arménie. Mais on retrouve les mêmes traces, les mêmes constructions, jusqu'en Syrie, au sein de l'ancien empire du Liban, mais également dans les vieilles civilisations irakiennes, voire même enfouies dans la roche, ici en Turquie. Tous ces éléments ne peuvent concorder vers qu'une seule et même direction, celle d'un empire mondial étalé sur l'ensemble de la Terre, reconnaissable aux quatre coins du monde et à toute époque. Pour les chercheurs de vérité nord-américains, quel était le point de départ de cette folle remise en question de l'histoire globale? Cet homme, Anatoly Fomenko, il a mis en évidence que des pans entiers pouvaient être effacés, avec la mise en lumière de la dissimulation de l'immense empire de Tartarie. Pour les nouveaux chercheurs de vérité anglophones, cette énigme planétaire ne pouvait avoir qu'un seul nom. Ce phénomène, ce tout nouveau paradigme, s'appellera
Tartaria. Désormais, l'architecture spectaculaire de la planète s'y verra associée. À présent, Tartaria sera le nom de code, ce qui permet de lier, de définir plus clairement ce qui est inexplicable. À partir de maintenant, l'étendard de Tartaria sera brandi comme symbole des trop nombreuses incohérences de notre passé. Et il viendra un moment où il faudra exiger des réponses. Comment est-il possible de retrouver la même architecture partout et tout le temps? Qu'est-ce qui justifie qu'aucune des photos de construction ne soit convaincante, qu'un grand nombre d'entre elles paraissent manipulées? Comment expliquer le fait que l'architecture moderne soit si déconnectée de la splendeur d'antan? Plus on creuse dans notre histoire, plus le narratif officiel s'effrite. Dans notre enfance, l'éducation étatique ne nous a laissé transparaître aucun doute sur notre monde. Notre esprit critique n'était pas assez développé pour remettre en question quoi que ce soit. Mais ça, c'était avant. Napoléon avait raison. L'histoire n'est peut-être qu'une suite de mensonges sur lesquels nous nous sommes accordés. Tartaria est potentiellement la clé qui nous libérera de leur prison de l'esprit. Si notre passé est falsifié, alors il est possible que notre présent soit tronqué, corrompu, mais notre futur est entre nos mains, ou plutôt nos consciences. Il est temps de sortir du brouillard. Quand on ouvre les yeux, il est impossible de les refermer. Maintenant, il va falloir savoir pourquoi ils veulent nous cacher notre vraie nature. Merci d'être resté jusqu'au bout. Pensez s'il vous plaît à aimer et partager. Chaque minute de vidéo nécessite environ 3 heures de travail. Recherche, archive, enregistrement, montage. Alors merci à ceux qui ont déjà aidé. Et merci aux futurs donateurs. Le combat ne fait que commencer. Gardons espoir.